Oui, je vais continuer avec une exposition plutôt d'astrophysique. Je vais mettre dans le contexte de l'univers les trous noirs qu'on a observés. Donc, comme Thibaut Damour a déjà expliqué, on a deux types de trous noirs dans l'univers. On a observé deux types de trous noirs dans l'univers, les trous noirs stellaires, qui sont formés par effondrement à la fin de la vie des étoiles massives. Ces trous noirs sont partout dans les galaxies et ils sont très petits pour moi. Ils ont des masses jusqu'à quelques dizaines de masses solaires. Mais pendant cet exposé, je vais me concentrer sur les trous noirs massifs, appelés aussi supermassifs. Ces trous noirs sont normalement seulement au centre des galaxies, normalement un trou noir per galaxie. Ils sont la source de l'énergie des noyaux actifs et des quasars. Et en termes de masse, la masse minimale observée est de 50 000 masses solaires pour les trous noirs dans la galaxie AGG 118, jusqu'à quelques dizaines de milliards de masses solaires. Donc vraiment des trous noirs très massifs. Et si je vous montre M87, un trou noir plutôt voisin avec un jet très joli. Entre les trous noirs massifs, on a des trous noirs qui sont actifs, donc oui les quasars et les noyaux actifs. En fait, les trous noirs massifs ont été découverts en 1963 par la découverte de 7 quasars-là, 13C 273, qui a une luminosité de 10 puissance 11 fois la luminosité du Soleil. Donc c'est une luminosité comparable à la luminosité de notre galaxie. La taille de la région émettrice de cette luminosité, par contre, est la taille du système solaire. Donc seulement l'accrétion du gaz sur un trou noir a l'efficacité pour convertir la masse et l'énergie avec ce type de luminosité. Et il faut avoir un trou noir massif avec une masse de 10 puissance 8, 10 puissance 9 masses solaires. Par contre, on a des trous noirs qui sont vraiment inactifs. L'exemple principal, c'est dans la Voie lactée, notre trou noir. Notre trou noir s'appelle Sagittarius A étoile. Il a une masse de presque 4 millions de masses solaires, mais sa luminosité typique est presque la luminosité du Soleil. Donc d'un côté, on a les trous noirs actifs avec une luminosité de l'entière galaxie. De l'autre côté, les trous noirs inactifs avec une luminosité d'une étoile. Pour avoir une idée statistique du rapport entre les nombres de trous noirs actifs et inactifs, on peut comparer ce champ de l'univers observé en lumière visible et en rayon X. Donc, la lumière visible est produite par la plupart par les étoiles dans les galaxies. Donc ici, on est dominé par les galaxies avec des trous noirs inactifs. Les rayons X sont produits quand le gaz est très chaud, par exemple dans le voisinage d'un trou noir. Et ici, en fait, presque tous les objets sont des trous noirs actifs, des quasars et des noyaux actifs. Donc, vous pouvez comparer ces deux images et clairement, on est dominé par les galaxies avec des trous noirs inactifs. En fait, on pense que presque toutes les galaxies ont un trou noir, mais ce trou noir devient actif seulement pendant une petite partie de leur vie, 1-10%. Donc, je viens de vous dire qu'on pense que presque toutes les galaxies ont un trou noir central, un trou noir massif central. C'est motivé par la raison que chaque fois on a cherché un trou noir au centre d'une galaxie de la masse de la Voie lactée au plus grand, on l'a trouvé. Par contre, quand on arrive au régime des galaxies naines, parfois on a seulement des limites supérieures à la masse de trou noir. Donc, peut-être qu'il y a des galaxies sans trou noir. Mais quand il y a un trou noir, ce trou noir est lié à la masse de la galaxie. Donc ici, je vous montre une collection de quelques centaines de trous noirs de l'univers local, avec la masse du trou noir vers la masse stellaire de la galaxie. Donc, normalement, la masse du trou noir est 1 millième ou 1 10 millième de la masse de la galaxie.
ça suggère que la croissance, l'évolution des galaxies et des trous noirs est vraiment liée pendant l'évolution cosmique. Il faut parler d'une coévolution entre les deux. Et donc, oui, la façon de penser à ça, c'est de partir dans l'univers primordial avec des galaxies, avec des trous noirs, et après suivre leur évolution pendant l'évolution cosmique jusqu'à aujourd'hui. Donc pendant 13 milliards, 14 milliards d'années. Donc pour faire ça, on peut utiliser plusieurs techniques, plusieurs approches. Normalement, moi maintenant j'utilise des simulations hydrodynamiques cosmologiques et je vais vous montrer une simulation d'une galaxie un peu plus petite de la Via Lactée avec l'évolution de la galaxie et des trous noirs au centre. Donc voilà, on part avec les gaz faibles en bleu, les gaz plus denses en vert. Et voilà, parfois au centre des protogalaxies, on a la formation d'un trou noir, ici montré en blanc. Avec la formation des trous noirs, on a aussi la formation des étoiles. Quand les étoiles sont jeunes, ici sont montrées en violet, les étoiles jeunes sont bleues-violets dans l'univers, et après, avec l'âge, elles deviennent rouges. Donc, vous voyez la formation de la galaxie centrale. En fait, il y a ici ça va être la protogalaxie principale, avec un trou noir au centre. Dans l'univers primordial, on a beaucoup de fusions, beaucoup de choses vraiment très violentes, très dramatiques. Et ici, on a la fusion entre les deux galaxies et on a 4 trous noirs portés par la formation, mais aussi pour la dynamique de cette fusion. On peut voir au centre la formation, le début de la formation du disque de la galaxie. C'est une galaxie, comme je vous ai dit, un peu plus petite de la Voie lactée, donc normalement on attend de voir un disque. En même temps, au centre, ici, vous voyez le trou noir central, mais aussi des autres trous noirs qui orbitent et essaient de tomber au centre pour fusionner avec le trou noir central. Maintenant, on a formé une boule centrale qui est formée par la plupart des étoiles âgées, donc plutôt rouges. Et on est arrivé à ce point vers presque une dizaine de milliards d'années après le Big Bang, donc on est presque arrivé à aujourd'hui. On a encore quelques petites fusions, mais vous avez vu, maintenant l'univers est beaucoup plus tranquille. Et donc, on a presque terminé. On a la galaxie avec ce bulbe, avec le disque, avec du gaz, avec des étoiles jeunes, des étoiles rouges anciens, mais aussi son trou noir et quelques petits trous noirs dans l'environ. En fait, c'est une prédiction de tous les modèles théoriques qu'on a quelques 2, 3, 4 trous noirs massifs dans des galaxies comme la Voie lactée, pas au centre. Eh bien, ce voyage cosmique, c'est la coévolution vraiment des galaxies et des trous noirs. Et maintenant, je vais expliquer les processus physiques qui vont vraiment expliquer cette évolution. Donc, je vais commencer avec la formation des trous noirs. Donc, on a déjà eu une question là. Donc, la formation des trous noirs, pour le moment, est vraiment une question théorique. On n'a pas de contraintes observationnelles. Mais je vais vous présenter quelques modèles pour expliquer comment former un trou noir au centre d'une galaxie primordiale. Donc, on a une galaxie primordiale qui, en fait, c'est simplement un halo de matière noire avec du gaz. Comment passer de 0 trou noir à un trou noir au centre? Généralement, il y a 3 familles des modèles qui sont résumées ici. La première famille est la famille des modèles des trous noirs petits. Ces trous noirs ont une masse jusqu'à quelques centaines de masses solaires et ils sont des modèles très naturels parce qu'ils suivent la formation des premières étoiles dans l'univers. On pense que cette première étoile était plus massive que les étoiles d'aujourd'hui, jusqu'à quelques centaines de masses solaires. Ça veut dire qu'on peut produire des trous noirs avec une masse de quelques centaines de masses solaires aussi. La deuxième famille, c'est la famille des trous noirs grands.
grand, mais jusqu'à 1 million de masses solaires, donc pas la masse d'un quasar. Dans ce cas, il faut avoir un effondrement catastrophique et rapide de la plupart du gaz dans la galaxie. Pour avoir ça, il faut des conditions très particulières, soit des instabilités dynamiques globales, soit des conditions thermodynamiques très, très particulières. Donc on pense que c'est une condition qui s'avère très rarement dans l'univers. Mais on peut former des trous noirs jusqu'à 1 million de masses solaires. Et enfin, la troisième famille est laquelle des trous noirs petits mais pas trop, donc jusqu'à de quelques centaines jusqu'à quelques milliers de masses solaires. Et sont des modèles qui sont basés sur la dynamique des trous noirs massifs, des trous noirs stellaires ou des étoiles au centre de noyaux très denses d'une galaxie primordiale. Donc c'est vraiment de la fusion, soit des étoiles, soit des trous noirs stellaires dans la partie centrale de cette galaxie. Donc on n'a pas des informations observationnelles, mais je vais revenir sur ça plus tard. Mais le point à retenir ici, c'est que les premiers trous noirs, les trous noirs graines, étaient petits, jusqu'à 1 million de masses solaires, mais les quasars ont des masses de 10 puissance 8, 10 puissance 9 masses solaires. Comment faire croître ces trous noirs? Il y a deux processus dans l'univers, soit fait la fusion entre deux trous noirs massifs, soit l'accrétion du gaz avec un disque comme Thibault a déjà montré. Il y a un argument par Ewan Tremaine présenté en 2002 que c'est vraiment très clair pour voir la dominance d'un processus sur l'autre. S'il y a seulement des fusions de trous noirs, la masse totale d'un trou noir dans l'univers va être presque constante au cours du temps. En fait, elle va un peu diminuer par l'émission des ondes gravitationnelles, mais elle ne va pas augmenter. Au contraire, si on a beaucoup d'accrétion du gaz, on met du gaz qui était dans la galaxie, dans le trou noir, donc la masse totale d'un trou noir dans l'univers va augmenter. Donc on peut tester ça avec des observations. On observe les trous noirs actifs, donc on observe les trous noirs qui sont en train d'accréter du gaz. L'énergie est proportionnelle à la masse multipliée par la vitesse de la lumière carrée, avec une normalisation de 0,5 à 0,3. Donc on peut intégrer toute cette énergie, la convertir en densité de masse dans un volume cosmique, et voilà, c'est montré ici. Donc c'est la densité en fonction du quantum cosmique. On peut retenir deux informations. La première, c'est que cette densité de masse a augmenté de presque 2 heures de grandeur pendant les derniers 10 milliards d'années. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, cette densité de masse accrétée par les trous noirs est vraiment très similaire à la densité de masse totale en trous noirs actifs et inactifs dans l'univers, montré ici avec les 3 points colorés. Donc, si la densité de masse accrétée est égale à la densité de masse totale active et inactive dans l'univers, ça veut dire que l'accrétion est dominante pour la croissance des trous noirs. Donc, si les trous noirs sont liés à leur galaxie et leur croissance est dominée par l'accrétion, on peut envisager que l'accrétion sur le trou noir est responsable pour ce lien. En fait, on pense que ce n'est pas l'accrétion per se, mais c'est l'énergie produite par les trous noirs en accrétion qui va établir le lien entre les galaxies et les trous noirs, faire que la masse du trou noir est 1 millième de la galaxie haute. J'ai résumé ici un argument proposé ou résumé aussi dans une review par Fabien en 2012, et c'est vraiment très clair. On peut comparer l'énergie de liaison gravitationnelle d'une galaxie
qui est proportionnelle à la masse de la galaxie, multiplié par la dispersion de vitesse carrée. La dispersion de vitesse est analogue à la vélocité thermique d'un gaz, il trace le potentiel, comparé avec l'énergie libérée par la croissance d'un trou noir. L'énergie libérée est proportionnelle à la masse du trou noir, bien sûr, multipliée par la vitesse de la lumière carrée, avec cette normalisation d'environ 10%. Si on ajoute aussi l'information observationnelle que la masse d'un trou noir est environ 1/1000 de la masse de la galaxie, on peut regarder les rapports entre cette énergie. Donc, le rapport est beaucoup plus grand que 1. En fait, là, si on pouvait coupler toute l'énergie produite par les trous noirs dans la galaxie, on va détruire la galaxie. Bien, ce n'est pas comme ça, mais vous avez maintenant une idée de la puissance des trous noirs massifs en astrophysique. En réalité, je préfère penser à un cycle d'alimentation et rétroaction. Alimentation, la galaxie donne une partie de son gaz au trou noir. Le trou noir va commencer en phase d'accrétion, va devenir actif, mais en devenant actif, il va produire de l'énergie cinétique, radiative, thermique. Cette énergie peut se coupler avec le gaz de la galaxie. Donc le cycle va être comme ça. Un trou noir inactif va commencer à être actif par action du gaz. Quand il devient actif, il va produire de l'énergie. Cette énergie chauffe et raréfie le gaz, déplace aussi le gaz si l'énergie est kinécinétique. Donc un gaz qui est chauffé et raréfié ne peut pas ni nourrir les trous noirs, ni former des étoiles. Pour former des étoiles, il faut du gaz vraiment dense et très chaud, très froid. Donc, si à ce point, les gaz ne peuvent pas ni former des étoiles, ni nourrir les trous noirs va être affamé. Il redevient inactif, et donc on recommence le cycle. La production d'énergie cesse, le gaz peut se refroidir, reformer des étoiles, et recommencer à nourrir les trous noirs. Donc, avec ce type de cycle, on peut expliquer la coévolution des galaxies et des trous noirs. Un exemple ici, c'est une simulation d'un jet dans un disque galactique. Vous allez voir le jet partir ici et regarder vraiment comment la densité du gaz va changer. On part avec un gaz très dense, mais après quelques 2 millions d'années, le gaz a changé de densité. Maintenant, il est très raréfié pour former des étoiles, mais aussi pour nourrir les trous noirs. Donc, dans ce cas, on va vraiment voir ce type de cycle. Après quelques millions d'années, le gaz va rentrer au centre et recommencer pendant plusieurs fois dans l'histoire de l'univers. Donc, je vous ai expliqué, je vous ai montré aussi comment les trous noirs peuvent croître par accrétion. Je dis aussi que les fusions des trous noirs ne sont pas importantes pour la croissance et masse des trous noirs, mais elles sont vraiment très importantes pour des autres choses. Donc, en particulier avec un lien avec les ondes gravitationnelles. Vous avez tout entendu de la découverte de LIGO Virgo. Ici, je vais parler des trous noirs massifs, de leur évolution dynamique et des ondes gravitationnelles pour ces trous noirs. Donc, pour fusionner des trous noirs massifs, il faut attendre quelques milliards d'années. Au début, quand il y a la fusion entre les deux galaxies, il faut d'abord former une binaire de trous noirs. Donc la fusion des galaxies commence à quelques dizaines de kiloparsecs. Les parsecs, ce n'est pas important ici, c'est les kilos qui sont importants. Donc 1 millier de parsecs. La binaire est formée à quelques parsecs. Donc il y a 3 heures de grandeur d'espace à couvrir par friction dynamique. Normalement, il faut quelques milliards d'années pour ça. Après qu'on a formé la binaire, il faut
passer au milliparsec pour avoir l'émission des ondes gravitationnelles. Pour passer des parsecs à milliparsecs, donc encore 3 heures de grandeur, il faut faire soit des scatterings avec des étoiles, une étoile, après une autre étoile. Donc c'est un processus plutôt lent, normalement un milliard d'années, ou extraction des moments cinétiques par les gaz. Et ici, on pense que dans quelques centaines de millions d'années, on peut arriver à quelques milliparsecs. Et enfin, il y a la fusion de la binaire par émission gravitationnelle. Quand les trous noirs évoluent dans l'univers, ils vont augmenter leur masse et passer ici dans la bande de sensibilité de LISA. LISA est un instrument qui peut détecter les ondes gravitationnelles des trous noirs massifs avec une masse de 10 puissance 4, 10 puissance 7 masses solaires pendant toute l'évolution de l'univers et vraiment sonder les révolutions. Si le trou noir devient vraiment massif, 10 puissance 8 masses solaires, il devient des sources d'énergie pour notre expériment appelé les Pulsar Timing Array, qui peut détecter les fonds stochastiques produits par ce trou noir. Mais bien, je vais dire quelques mots sur LISA, qui est un instrument, un satellite ESA prévu pour 2034. Et LISA peuvent vraiment sonder des types de trous noirs qu'on ne peut pas sonder autrement, soit parce qu'ils sont trop faibles pour les voir, soit parce qu'ils sont dans l'univers vraiment primordial. Et donc, peut-être qu'on peut avoir finalement des contraintes sur les modèles de formation. Et donc, je vais vous laisser avec les conclusions pour discuter des trous noirs massifs. Merci. Je vais lancer une première question. Dans quelle mesure les simulations qu'on a vues ici représentent la physique, par exemple? Est-ce que la déformation de l'espace-temps est représentée dans ces simulations? Non, pas du tout. Ces simulations sont newtoniennes. En fait, l'échelle de résolution est quelques parsecs, ou quelques centaines de parsecs. Ça va dire au moins 6 heures de grandeur, plus grand que l'horizon du trou noir. Donc non. Bien, allez-y. Oui, Vincent Courtillot, là-bas. Oui, c'était tout à fait passionnant. Je me demandais si la notion de luminosité d'un trou noir n'était pas un peu paradoxale. Oui, mais en fait, la luminosité n'est pas produite par les trous noirs, mais par les disques d'accrétion autour du trou noir. La température du disque change avec les rayons. Il est très chaud à côté du trou noir. Et après, donc, on va partir avec les rayons X jusqu'à l'infrarouge. Mais c'est intéressant parce que avec les disques, avec l'énergie radiative, normalement, on a une constante de conversion entre la masse et l'énergie qui c'est moins que 1. 10% normalement, indépendance du spin. Mais pour les jets, on peut avoir une production d'énergie, comme était mentionné déjà, que c'est plus de 100%, parce qu'on a l'extraction de l'énergie des rotations. Donc c'est... Un aspect de ce côté. Votre histoire de trou noir affamé, ça m'a fait penser aux équations de Volterra qui décrit l'évolution des poissons dans le port de Trieste, où les gros poissons étant affamés. Alors la question, c'est que est-ce que les solutions que vous avez ressemblent aux solutions de l'équation de Volterra, qui peuvent être soit des solutions périodiques, soit même des solutions chaotiques ou des choses comme ça? Parce que c'est vous qui provoquez la question en parlant de trou noir affamé. J'ai pensé aux poissons affamés. Voilà. Oui, j'ai beaucoup simplifié la question. En fait, on a... donc, si la situation était seulement provoquée par le cycle de la rétroaction du trou noir, oui, on peut envisager ça, mais normalement, il y a des processus externes.
donc les fusions des galaxies, mais aussi des processus stochastiques comme les nuages moléculaires. Donc, dans une limite théorique, on peut envisager ça, mais dans l'univers réel, non. Guylain de Marcy, à gauche ici. Oui, merci madame. Je ne suis pas du tout dans mon domaine de compétences, mais est-ce que le devenir des galaxies, c'est finalement d'être absorbé par leur trou noir et de disparaître? Non, non. On va toujours affamer les trous noirs, donc on ne peut pas faire ça. Non, en fait, c'est un problème de l'astrophysique, c'est comment faire tomber les gaz dans les trous noirs. C'est vraiment très difficile. Donc, si on calcule, si on fait un calcul analytique, normalement, on trouve que les gaz ne devraient pas tomber dans les trous noirs parce qu'il y a trop de moments cinétiques. Par exemple, dans la Voie lactée, il y a beaucoup de gaz moléculaires à côté du trou noir, mais ne tombent pas dans le trou noir. Donc, le problème, c'est l'inverse. C'est trouver... Donc, la nature va faire ça. Hein. C'est simplement que nous, comme scientifiques, on n'a pas vraiment compris comment faire tomber du gaz avec des moments cinétiques dans le trou noir. Donc, il va être de la viscosité, il va être des perturbations, mais non, c'est le problème contraire. Oui, Yves Quéré, à gauche, là-bas. Vous avez dit au début un trou noir massif par galaxie. C'est une règle absolue, il ne peut pas y en avoir deux? Donc, trois? Ouais. Les théoriciens, moi, je dis oui. Pour moi, dans la galaxie, il y a quelques trous noirs. Tous les modèles théoriques prédisent ça. Par contre, par les observations, c'est très difficile à prouver cette théorie parce que les trous noirs qui ne sont pas dans le centre, ils sont très faibles, sont normalement inactifs. Ils ne sont pas dans un binaire, donc ils ne sont pas des sources d'ondes gravitationnelles. Parfois, il a été proposé des observations de trous noirs qui ne sont pas au centre des galaxies, mais ils sont toujours considérés des candidats. Parce que pour le prouver, il faut avoir vraiment une mesure dynamique, c'est trop difficile. Donc on a des candidats, des trous noirs, hors du centre de la galaxie, mais pas une observation réelle. Une dernière question ici. Allez-y, oui. Tu as mentionné les binaires, dont un part est un trou noir et l'autre une étoile. Quel est leur rôle dans l'évolution des galaxies? Des binaires, oui. Stellaires, Oui, des trous noirs exactement, stellaires. Oui. A priori, ils peuvent donner aussi une source d'énergie, normalement un rayon X, pour chauffer les gaz dans la galaxie. Donc, le problème, c'est que les rayons X peuvent vraiment échapper des galaxies parce que le mean free path est vraiment très long, donc ils ne vont pas vraiment s'accoupler au gaz dans la galaxie, mais normalement dans les milieux intergalactiques. Donc quelqu'un a suggéré aussi que les binaires X peuvent être une source d'énergie pour rayoniser l'univers au très grand redshift. Les modèles sont encore un peu en devenir, je voudrais dire, mais je pense que le rôle des trous noirs stellaires, des binaires des trous noirs stellaires dans l'évolution des galaxies est plutôt ce type de rôle. Très bien, on va s'arrêter là et on va passer au dernier orateur.